Mesdames, Messieurs, on va attaquer ce conseil municipal où je vais laisser la parole à Marie pour un conseil destiné aux finances. Premier point à l'ordre du jour, communication, je n'en ai point, si ce n'est qu'au fond de la salle, nous avons Perrine qui a rejoint les effectifs de la ville en tant que chargée de communication. Elle est là au fond, donc vous aurez l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas, de faire connaissance après le conseil. Bienvenue à toi. Point numéro 2, adoption du compte rendu du procès verbal, donc de la séance du 17 mars. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Non? On peut le considérer adopté? Allez, il est adopté. Point 3, bien Marie, c'est à toi. Affectation donc de tous les résultats et après du budget. Bonsoir à tous. Donc voilà, on va commencer par les affectations des résultats des trois budgets. Donc concernant l'exercice 2020, donc je vous rappelle juste en ce qui concerne le budget principal, les résultats que nous avions obtenus. En ce qui concerne la section de fonctionnement, un résultat à hauteur de 1 446 653,26 €. Et pour la section d'investissement, un résultat à hauteur de 1 357 065,58 €. Donc il s'agit, en ce qui concerne la section d'investissement, de rajouter le versement que nous avons récupéré, puisque c'était une dissolution d'une association, la FAFAF, qui à ce jour donc est dissoute, et donc sur l'excédent de cette association est reversé sur le budget principal de la commune d'Aire, pour un montant de 5 245,38 €. Donc ce qui nous donne pour la section investissement un excédent de 1 362 310,96 €. Donc, en ce qui concerne la section investissement, ce résultat sera automatiquement affecté à la section investissement du BP 2021. Pour l'excédent de fonctionnement, je vous propose l'affectation suivante. Donc, en ce qui concerne la section de fonctionnement du BP 2021, le montant de 46 653,26 € et 1 400 000 pour la section investissement du BP 2021. Pas d'objection là-dessus? Je vous remercie. Donc on va enchaîner l'affectation des résultats suivants pour les budgets annexes. Donc pour le budget annexe, juste un rappel, l'excédent de fonctionnement, la section fonctionnement s'est levé à 44 564,22 €. Donc l'équilibre de la section d'investissement était à hauteur de 0. Donc je vous propose d'affecter ce résultat de fonctionnement par la totalité à la section de fonctionnement du BP annexe 2021. Pas d'objection là-dessus non plus. Je vous remercie. Donc le point 5, on attaque avec le dernier budget annexe qui concerne le lotissement communal Les Chênes. En ce qui concerne ce budget, la section de fonctionnement est en équilibre à 0 € et l'excédent de cette section d'investissement à hauteur d'un montant de 78 042,66 €. Donc là, comme je t'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la section d'investissement, l'excédent est automatiquement reporté à cette section d'investissement du budget annexe 2021. Donc nous allons passer au point 6, qui concerne le budget primitif 2021. Donc là, nous avons établi un projet de budget principal pour la commune pour 2021, d'un budget qui est avec une somme globale de 11 13 233,38 €, qui se répartit de cette façon-ci. Donc pour la section de fonctionnement, elle s'équilibre en dépenses et en recettes à un montant de 6 865 €. Et la section d'investissement en un montant de 5 012 368,38 €.
Donc je vous propose de prendre la note explicative concernant la section de fonctionnement. Donc en page 2, comme je vous ai dit, effectivement, un montant de 6 865 € pour les dépenses. Donc une légère augmentation par rapport à 2020 de 1,59%. Donc je vais parcourir, je vais dire assez rapidement certains chapitres et on s'arrêtera. Et donc après, à la fin de l'explication du budget de fonctionnement, vous pourrez faire des remarques ou poser des questions. Donc si on prend en page 2 le premier chapitre qui concerne les charges à caractère général, donc nous voyons que le montant de ce budget est assez élevé, on va dire, puisqu'il est de 1 609 391 €, ce qui représente quasiment, on va dire, plus de 26% des dépenses de fonctionnement. Il faut savoir que c'est un poste qui est très important dans notre collectivité. C'est le quotidien de notre ville pour assurer le meilleur service aux Hauturiens, tout en gérant au mieux les dépenses qui nous concernent. Donc là, je vais parcourir les pages 3, 4, 5, 5. Donc là, je vais pour vous dire, comme je vous ai dit, ça concerne le quotidien et le fonctionnement de notre ville. Donc dans ces postes-là, nous trouvons toutes les dépenses qui concernent tous les fluides, eau, gaz, électricité, également le carburant. Nous avons également tout l'achat des produits de traitement, les fournitures pour les divers services dans les espaces verts en particulier, mais également nous avons tous les achats, les fournitures pour l'entretien, tous les entretiens de voirie, réseaux, les forêts, mais également le matériel qui est roulant et les bâtiments. Donc les diverses maintenances sont également attribuées à ce poste, dans ce chapitre-là. Nous avons également les primes d'assurance, mais également les transports routiers, le transport scolaire, pardon, mais également tout ce qui est les frais plus administratifs qui concernent la maintenance, mais également tous les divers honoraires et les versements à des organismes tels que les organismes de formation pour nos agents publics, nos agents du service public et les divers frais d'affranchissement et de télécommunication. Donc c'est vrai que c'est un service, comme je vous ai dit, qui est très diversifié, ce chapitre-là, mais où il faut être très rigoureux et vigilant au quotidien. Et c'est, je pense, l'ensemble des acteurs qui fait le nécessaire pour que ce poste-là soit quand même effectivement le moins onéreux possible. Donc si on prend en page 6 le chapitre suivant qui concerne les charges de personnel pour un montant de 2 400 500 €, donc là une stabilité par rapport au PP de 2020. Le chapitre suivant, atténuation de produits, pour 306 976 €. Donc là, on constatera une nouveauté, puisqu'effectivement, nous avons le montant des attributions de compensation, l'attribution de compensation pour 201 476 €, ça ne bouge pas. Mais par contre, la ligne suivante, vous avez le FPIC, puisqu'effectivement, depuis l'an passé, nous avons une dépense qui concerne le FPIC, mais également on retrouvera une recette en ce qui concerne le FPIC. Donc pas trop de changements autrement. En ce qui concerne la page 7, vous avez le virement de la section d'investissement pour un montant de 636 624 €. Dans les opérations d'ordre, c'est juste les amortissements pour un montant de 307 807 €. Le chapitre 65 qui concerne les charges de gestion courante une somme relativement importante aussi de 589 386 € et qui est en stabilité par rapport à 2020. Dans ce chapitre, nous trouvons toutes les indemnités des élus, les cotisations et les formations qui les concernent, les cotisations aux divers organismes, également la subvention du CCAS pour 10 000 €, mais surtout le grand point de ce chapitre, donc les subventions aux associations
et personnes de droit privé pour que l'enveloppe a été maintenue donc de 280 000 €, où effectivement nous maintenons également la prime autoprunts pour les jeunes naturels qui passent leur permis de conduire. Chapitre 66 et charges financières avec une diminution de moins 22,82%, et les charges exceptionnelles 7 181 € et dotation aux provisions de 2 000 €. Donc on enchaîne avec les recettes de fonctionnement. Donc évidemment, comme je vous dis, le même montant, effectivement, puisque les budgets sont équilibrés en dépenses et recettes. Nous commençons par le chapitre 002 qui concerne, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, du résultat de fonctionnement qui a été reporté pour un montant de 46 653 €. Atténuation de charges 1 000 €. Ensuite, vous avez opération d'ordre entre sections, donc là c'est les travaux en interne. Bon, je n'en ai pas parlé tout à l'heure au niveau des dépenses, mais effectivement nous les avons en dépenses et en recettes de fonctionnement, et on les retrouvera également en investissement. Donc ensuite, vous avez à la page 11, le chapitre 70 qui concerne les produits de gestion courante, quasiment un montant identique au BP 2020. Ce chapitre comprend les diverses recettes sur les redevances et les locations, le remboursement forfaitaire de la communauté des communes, puisque donc là, depuis l'an dernier, nous avons changé de chapitre. Donc ce sont les prestations mises en œuvre par nos services municipaux pour la communauté des communes. Donc on enchaîne le chapitre suivant, chapitre donc très important, le chapitre 73 qui concerne les impôts et taxes pour un montant de 3 928 636 €. Une stagnation en contribution directe pour un montant de 3 463 524 €. Donc on y reviendra tout à l'heure par rapport à la réforme fiscale. Donc nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc il y a la recette liée au FPIC pour un montant de 35 000 €. Le point suivant, dans le même chapitre, nous trouvons les taxes sur les déchets, la consommation finale d'électricité et les droits de mutation pour un montant de 422 568 €. Le chapitre suivant qui concerne les dotations et les subventions, à la page 13, pour un montant de 1 481 784 €, soit une augmentation de 5,30%. Les dotations de l'État quasiment identiques à 2020, les allocations compensatrices pour un montant de 240 717 €. Les autres recettes de ce chapitre sont identiques, quasiment identiques au BP 2020. Donc à la page 14, les grosses produits de gestion courante, nous retrouvons là le montant des revenus des immeubles pour 380 000 €. Donc après vous avez des diverses lignes pour produits financiers, produits exceptionnels et reprise sur provision de 2 000 €. C'est une ligne que vous avez déjà rencontrée au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc voilà pour moi, pour le fonctionnement. On va te laisser voir un coup avant d'attaquer l'investissement. Et si vous avez des questions particulières sur ce fonctionnement, des choses qui n'ont pas été bien intégrées, un budget équilibré, enfin, des charges de fonctionnement à 6 millions d'euros, classique par rapport à juste une légère augmentation par rapport au BP de 2020 de quasiment 6%. Oui, Paulette. D'abord, je ne sais pas si ça ne vous gêne pas, mais le son est très sourd. Vous entendez? Non? Il n'y a que moi? Bon, je ne sais pas, on n'entend pas. Tout le monde entend très bien. Bon, non, c'est mes oreilles. Bon, donc, je vais redire un peu ce que j'ai dit hier soir en commission des finances, puisqu'on a vu aussi ces budgets hier soir. Donc d'abord reconnaître les efforts qui ont été faits sur les estimations, les estimations ont été en baisse, mais toujours en rapport avec
le budget de l'année précédente qui était un budget, à notre avis, surévalué. Donc d'après notre analyse, on peut dire aujourd'hui que lors de la présentation des comptes en fin d'année du compte administratif, on nous annoncera que grâce à une bonne gestion, on a réalisé ce qu'on peut appeler une économie excusez-moi, de 1 million d'euros. Voilà notre première analyse. Donc, nous, on a une autre vision de ce budget. Pourquoi ne pas le construire en se référant aux dépenses réellement réalisées et inscrites au compte administratif que nous avons vu il y a un mois? Alors, je ne l'invente pas. Page 2 de la présentation de ce budget primitif, il est indiqué qu'il n'augmente que de 1,59 par rapport au budget 2020, mais il augmente de 1 324 900 € par rapport au compte administratif 2020, soit 28,33%. D'autre part, dans le DOB qu'on a vu aussi au dernier conseil municipal, on nous a dit que les charges, tant à caractère général qu'à caractère personnel, stagneront. Donc il n'y aura pas d'augmentation conséquente. Alors c'est vrai que hier on en a discuté, on nous a dit oui, mais il faut être prudent et prévoir les imprévus. Donc effectivement, on peut l'entendre, il peut y avoir des imprévus qu'on n'a pas prévus aujourd'hui. Mais on pense franchement qu'avec 1 324 000 €, on pourra largement les assumer. Donc nous, notre suggestion, notre proposition, ça va être celle-ci. Donc déjà, grâce à la baisse qui est déjà réalisée par rapport aux efforts qui ont été faits, on prévoit un virement à la section investissement de 636 624 €, ce qui est bien. Mais donc pourquoi ne pas faire un effort supplémentaire pour augmenter ce virement de 200 voire 300 000 €, ce qui permettrait soit de réduire l'emprunt, soit d'inscrire d'autres projets d'investissement dès cette année, et non pas attendre les années futures. Et malgré cela, il resterait encore un delta d'1 million € pour faire face donc aux imprévus ou autres. Voilà notre proposition ce soir. Les 200 à 300 000 €, on peut les économiser, enfin on pourrait les prendre sur les charges à caractère général et les charges de personnel qui, si on constate les charges réellement payées l'année dernière par rapport à celles qui sont évaluées, donc ont un delta assez conséquent à l'estimation. Voilà, pour ma part. Bon, merci pour le... Ah, bah, Jérémy. Non, mais après je reviens, enfin, c'est pour autre chose, donc vas-y, tu peux répondre en temps. Non, mais je voulais revenir sur les subventions aux associations. Donc, puisque nous avons vu ça en commission donc, il y a 2 semaines, donc rien à redire sur la plupart des choses. Donc on va redire ce qu'on a dit en commission pour que tout le monde soit au courant de notre point de vue. Donc je vous le disais, rien à redire, si ce n'est donc sur les associations inscrites dans le chapitre Solidarité. Nous avons constaté que cette année donc, était inscrit au budget une subvention de 2 000 € pour les Restos du Cœur, ce qui est une très bonne chose, ce que nous saluons. En revanche, nous avons posé la question, nous en avons débattu, nous trouvons anormal qu'il n'y ait pas de subvention équivalente versée pour la protection civile. Ce sont des associations donc, qui jusqu'alors ne touchaient pas de subventions parce que c'était des antennes soit nationales, soit départementales, qui sont logées dans des locaux municipaux. Et les Restos du Cœur, donc cette année, ont cette subvention, ce qui est, je le redis, une très bonne chose, mais nous souhaiterions que la protection civile, qui a fait la demande de subvention, ait l'équivalence. Sachant que, pour rappel, la protection civile, lors du premier confinement, eh bien, tous les bénévoles, enfin la plupart des bénévoles ont fait des colis d'urgence et sont partis livrer aux personnes isolées. Voilà. Donc elles ont été sur le terrain, elles ont été actives, et ce n'était pas pour une population départementale, mais bien pour la population en Turin. Voilà ce que je voulais relever, d'autant que nous avons un total de réserve de 88 510 €, donc je pense qu'on pourrait prendre là-dessus 2 000 € pour la rajouter à la protection civile.
Et tant qu'on est dans les subventions, donc moi je voudrais revenir sur ce qu'on avait proposé il y a quelque temps, à savoir peut-être augmenter, puisqu'on a des réserves et qu'on sait très bien qu'il y aura des subventions qui ne seront pas versées, comme le comité des fêtes ou autre, parce qu'il n'y aura pas de fête, enfin bon, il y a des subventions comme ça, donc il restera quand même une certaine somme en réserve. Donc augmenter soit la subvention, alors je ne sais pas, peut-être deux choses différentes, mais au CCAS ou à l'UC2A, pour que par ce biais-là, on puisse remettre, je reviens sur le sujet, remettre des bons d'achat aux familles aturines afin qu'ils les dépensent dans le commerce local pour faire marcher, voilà, pour aider un peu les commerçants qui sont encore une fois fermés là. Et bon, par ce biais-là, on pourrait peut-être aider un peu les commerces. Donc il y avait ça, et je voulais relever la subvention donc, qui est versée, je ne sais pas dans quel contexte, je ne me souviens plus, subvention d'association, non, c'est pas ça, les 5 000 € qui sont versés au cinéma. Donc elle est bien comprise, je la retrouve, oui, aux personnes de droit privé, voilà. Donc 5 000 €, donc elle est bien mise dans le budget cette année, hein. Mais l'année dernière, elle n'a pas été versée. Alors, est-ce que cette année, elle sera bien versée? Bon, alors, vous avez eu plusieurs interventions, à la fois plusieurs questions et réflexions, je veux dire comme ça. Bon, je vais commencer par le cinéma. Effectivement, elle n'avait pas été versée, mais parce qu'il n'y a pas eu trop d'activité au niveau du cinéma. Et cette année, on l'a prévu, puisque c'est encore un secret, mais le cinéma va être repris. Donc le sous-seil privé a été signé. Le sous-seil privé, ça ne veut pas dire que c'est fait, mais c'est plus qu'en bonne voie. Donc il est fort à parier, et on l'espère très sincèrement, que le cinéma va être repris, c'est une évidence, et va pouvoir surtout rouvrir. Mais là, ça dépend aussi de la situation sanitaire. Donc on espère ardemment que le cinéma puisse rouvrir dès que l'ensemble du pays sera rouvert, que ce soit les cinémas, mais aussi, je pense, aux bars et restaurants. Donc, avant la fin de l'année, il y aura une activité cinématographique à Aire-sur-Adour. Et donc, on s'était engagé à verser cette somme. Cette somme, Marie, c'est parce qu'il est dans AREC, je crois, dans le AREC. Donc voilà, on l'a maintenu dans le but que les repreneurs restent dans la même ligne. Et ils y resteront, d'après ce que j'ai cru comprendre de leur part. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette somme. Et l'année dernière, le cinéma n'avait pas fonctionné, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été payée. Ça, c'était pour le premier point. Après, pour les associations, je ne sais pas si les différents adjoints veulent répondre. Juste ce que je voulais dire, oui, vous avez dit, une association a fait la demande. Et c'est pas parce qu'une association fait la demande qu'elle a automatiquement une subvention. Hein. C'est pas automatique. C'est pas écrit dans le marbre. Hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Donc voilà. Puis c'est curieux parce que en fait, vous nous dites qu'on augmente trop les dépenses, et puis là, pour le coup, vous voulez augmenter, vous, encore un peu plus les dépenses en matière d'association. Donc, je ne sais pas, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal. Donc, voilà, par rapport à ça, et j'avais un autre truc que j'ai oublié, mais oui, Jean-Claude, tu veux la parole? Bonjour à tous. Oui, il y a des réserves, c'est un fait. Maintenant, je pense qu'on va avoir beaucoup besoin de ces réserves pour aider les associations qui sont vraiment dans la peine au redémarrage, je pense, à partir de septembre. Là-dessus, on a commencé déjà à aider certaines associations qui avaient des prévisionnels catastrophiques. Je pense
principalement à l'association Rancarte qui est dans le rouge plus, et on a étudié toutes les demandes des différentes associations. Si je me souviens bien, la dernière fois, lors de vos interventions, il fallait absolument augmenter les subventions à toutes les associations. Il se trouve que certaines associations nous ont dit on ne veut pas de subvention cette année, ou une association à la baisse, certaines à la hausse. Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Concernant la sécurité civile, je veux dire la protection civile, pardon. Qui ne nous demandait jamais rien jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière au moment des élections. Protection civile, qui est importante, j'ai eu le président départemental au téléphone aussi. Je veux dire, c'est une association qui fonctionne sur de nombreuses communes. On est, nous, la commune qui les hébergeons, gracieusement, ce qui est logique comme toute association, et on est la seule commune à laquelle il faut une demande de subvention. Je veux dire, qui demande des subventions aussi dans les autres communes où ils exercent. De plus, en général, leurs actions sont payantes. Effectivement, là, ils ont fait du porte-à-porte gracieusement et on les en remercie. Je crois que le maire avait eu M. Moussaran justement pour parler de ça. Mais bon, je veux dire, la plupart des associations que l'on subventionne, quand elles font des actions, ce sont des actions gratuites. Donc voilà, pourquoi d'un coup une subvention demandée qui était conséquente? S'il se trouve que cette association est dans le besoin, à ce moment-là, il est évident que l'on aura une réaction positive envers eux. Mais donner de l'argent pour donner de l'argent alors que pour l'instant il n'y a pas de nécessité, je préfère, enfin nous préférons, garder cette réserve pour aider les associations quand elles en auront vraiment besoin. Merci Jean-Claude pour cette précision. Oui. Juste pour revenir sur ce sujet-là, donc on ne demande pas d'augmenter le budget, on demande juste à prendre dans les 88 000 euros de réserve, donc ce qui n'impacte pas le budget. J'entends l'argument qui sont les vôtres. La question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la différence alors, du coup, entre une association comme les Restos du Cœur et une association qui ne bénéficiait pas de, tout comme la protection civile jusqu'à présent, des subventions. Pourquoi eux et pourquoi pas la protection civile? Pour rappel, c'est effectivement affilié à une fédération départementale, mais l'antenne elle est bien à Aire-sur-la-Dour et les bénéficiaires, en tout cas pendant le confinement, ça a bien été la population turine. Oui, on a déjà, vous avez eu cette discussion à l'occasion de la commission. On va pas y revenir. Effectivement, la protection civile est une. Aujourd'hui, c'est une antenne à Aire-sur-la-Dour, mais qui dépend d'un périmètre qui va bien au-delà que même notre territoire communautaire. Mais ça va jusqu'à Jaune, à Gémeaux, je crois. Donc voilà. La municipalité d'Aire-sur-la-Dour participe à l'implantation, au développement, je ne sais pas si c'est pas le terme adapté, de la protection civile. Comme l'a dit Jean-Claude, on met à disposition des locaux et on répond souvent présent à leurs sollicitations. Donc voilà, s'il y a besoin et on peut comprendre et attendre qu'il y ait un besoin financier, mais il faut aussi se tourner vers les autres collectivités de leur territoire, là où ils interviennent. C'est tout, puisque nous, on participe déjà à la mise à disposition des locaux et des fluides. Et par rapport à leur intervention au niveau du Covid, c'est vrai, effectivement, c'est une discussion qu'on avait eue au détour, quand on faisait le tour pendant le confinement de toutes les associations de solidarité, et j'avais vu le président Sarah qui m'avait expliqué ce qu'il pouvait faire, ce qu'il avait fait dans d'autres communes, je crois que c'était à Morcin, si mes souvenirs sont bons à l'époque, et qu'il pouvait mettre en place pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, donc faire les courses à leur place. J'avais été très clair avec lui, et avec eux, la protection civile, c'est-à-dire on vous remercie de le faire, et on prendra en charge les différents frais, si vous avez des frais supplémentaires ou exorbitants, la mairie prendra en charge ces frais. Voilà, donc il y avait une volonté de la part de la municipalité de les accompagner suite à leur sollicitation en la matière. En aucun cas, c'est d'évincer la protection civile ou une autre association. On parle de la protection civile, mais on pourrait en parler de bien d'autres.
Donc voilà. J'entends bien, M. le maire, ce sera ma dernière question, mais quelle est la différence alors avec une association comme les Restos du Cœur? Juste disons que les Restos du Cœur cette année, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils le font. Mais par contre, ils nous ont présenté effectivement un bilan, parce qu'effectivement, ils ont eu des frais réels au sein de leur association sur la commune d'Aire par rapport justement au confinement. Et c'est vrai qu'ils nous ont présenté un bilan qui était négatif. Et c'est vrai, comme je vous ai dit lors de la commission, ils ne nous avaient pas proposé, enfin, ils ne nous avaient pas demandé ce montant-là. Mais je pense que voilà, nous, personnellement, on a jugé utile de les mettre à la même hauteur que style que le Secours populaire. Voilà. Ouais, ça c'est très bien, on ne remet pas ça en cause. Mais la protection civile a également présenté un bilan négatif. Oui, mais enfin, ça paraissait quand même un peu plus paradoxal leur situation, quand même, je trouve. Dès notre avis. Bien. Et. Pardon. Oui, et alors. Quel est votre sentiment par rapport à notre proposition notre proposition de distribution de bons, donc d'achat de bons cadeaux comme vous faites déjà pour les, si j'ai bien compris, pour les gens qui fêtent leurs 70 ans, c'est ça, c'est hein. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas l'élargir peut-être pour aider le commerce local? Et moi, c'est simplement voilà ça. J'allais y venir justement, c'était le point quand j'ai passé la parole que je cherchais, c'était par rapport aux commerçants. Donc, parce que l'idée c'était d'aider les commerçants, peu importe quelque part la façon, bon, c'en est une, mais c'était d'aider les commerçants. Alors là, pour le coup, je crois qu'en la matière, on n'a pas de leçon à recevoir, parce que je rappelle que déjà depuis l'année dernière, où il y a 2 ans, on avait augmenté significativement. L'année dernière, on a doublé, on est à 6 000 €, je ne dis pas de bêtises. On a doublé la subvention à l'association des commerçants. On a continué à participer, ce qu'on fait depuis quelques années. Maintenant, je me tourne vers vous, notamment l'hiver pour le marché de Noël. C'était bon, ça a été des spectacles devant la mairie, puis après ça a été la patinoire. Donc à chaque fois, la mairie a pris les défraiements en hauteur de 2000 ou 2500 € chaque année. Et on ne s'est pas arrêté là. Parce que vous avez quand même oublié un truc qui est dans le budget, mais qui n'apparaît pas, mais qui est dans le budget de fonctionnement. C'est qu'on a participé, on s'est engagé à payer le site internet que UC2A est en train de créer, chose qui n'est pas de notre compétence. C'est pas de notre compétence. On l'avait présenté à la communauté des communes, parce que vous me parlez d'aider les commerçants, mais si je me rappelle bien, à cette proposition, vous n'avez pas adhéré. Donc à la communauté commune, quand on fait une proposition pour les commerçants, vous votez contre, et ici vous voulez nous expliquer qu'il faut faire recours. Donc cette proposition qu'on a fait à la communauté commune, ça a été refusé, c'est la démocratie, c'est pas tant le souci. Mais on a dit, mais puisque c'est comme ça, on va le prendre en charge. Et on a pris en charge, alors on est aidé à 80%, je ne vais pas avoir compté de salade, parce que j'en raconte pas, ça tombe bien. Donc c'est 15 000 €, le montant à peu près de l'investissement, donc de la création de ce site internet, qui plus est, c'est fait par une entreprise à Turin, donc encore mieux. Et donc c'est nous qui avons pris le taureau par les cornes, et on a dit au président, enfin, et à l'association des commerçants, mais si la communauté commune ne veut pas le faire, nous on le fera, donc on s'engage à payer. On sait on se doute qu'on aura des aides, mais on a fait la démarche, et je vous le confirme, puisqu'on a eu la notification des aides, c'est ça que c'est. On a eu la notification lundi, où on sera aidé à hauteur de 13 000 € sur les 15 000, c'est ça que ça dure, que ça coûte, pardon. Oui. Bon, enfin, on reste à charge, comme on appelle, pour la municipalité, mais qui ne sera pas de l'ordre des 15 000 €. Donc je crois qu'en matière d'aide au niveau du commerce local, on a déjà prouvé depuis quelques années, et on poursuit encore cette année par notamment le biais de la création de ce site internet. Je peux répondre, Xavier. D'abord, on ne donne pas de leçon, c'est simplement une proposition. Ensuite, ce que tu viens de nous expliquer, tu aides l'association en elle-même, l'UC2A, d'accord? C'est l'association. Nous, ce dont on te parle, c'est par l'intermédiaire d'une subvention plus conséquente. À qui? Comment quoi? À qui? Ben, à l'UC2A ou au CCAS, si c'est possible, je ne sais pas.
avec ça, redistribuer un bon d'achat aux familles à Turin pour que chaque commerce en profite, et pas l'association du C2A, pas l'association à elle-même. Où j'ai pas bien compris, je comprends pas bien le... Mais je pense qu'on parle pas de la même chose. Je finis. Oui, oui. J'ai pas bien compris comment fonctionnait le commerce en ligne, mais il me semble que le commerce en ligne, ça permet aux commerçants de commercer. S'il ne l'a pas lissade, je m'en excuse. Oui, il va demander, toi, un gars de 60 ans, d'aller, enfin, ou de 70, d'aller commercer sur le site internet. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'inciter les familles à Turin à aller apporter 30 € chez la fromagère, 30 € à la Tura, 30 €, voilà. Enfin, c'est ça notre... Paulette, juste, si tu veux donner des chèques cadeaux, il faut que tu en donnes à l'ensemble de la population. Oui. À chaque famille à Turin, c'est ce que je dis. À chaque foyer fiscal. Voilà, foyer. Chaque foyer fiscal. Donc il y en a au moins 3500. Donc si tu veux donner 30 € par personne, ça te fait un minimum de 100 000 € à mettre sur la table. Tu sors 100 000 € ou tu fais rien. Si tu veux inciter les gens. Donc il faut mettre une enveloppe de 100 000 €, comme ça. Moi je veux bien aider les commerçants, je fais tout ce que je peux. Mais il faut quand même avoir des projets qui soient raisonnables. Tu regardes toutes les autres villes qui l'ont fait, parce que tu nous as dit que tu l'avais vu, moi j'ai regardé aussi. Oui, il y a des villes qui l'ont fait, qui le font. Oui, voilà, qui le font encore. Ils ont tous mis au moins 150 000 € dans la cagnotte. Ils n'ont pas mis 10 000 € qui riment à rien, parce que tu es obligé de faire des critères sélectifs. Je n'ai pas parlé de 10 000 €, mais... Jérémy a pas parlé de 10 000 € sur son tract pour donner distribué par le biais du CCAS. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui, justement, quand on tu ne peux pas faire un... Si tu fais, il faut que tu dises, on met 150 000 €. Oui. Bon, mais 100 000. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, là, dans ce qu'on a présenté tout à l'heure? Mettre 100 000. Enfin, 100 000, en prenant aussi dans la cagnotte des... l'année dernière, en fin d'année, on avait 70 000 € qui restaient, qu'on a réintégrés dans le circuit. Voilà, bon, mais bon, on ne va pas épiloguer, on va passer le réveillon, comme on dit, mais voilà, c'est notre sentiment. C'est vrai, on est là pour changer, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je voulais votre avis, si vous ne voulez pas. Moi, ce qui me gêne dans les bons d'achat aussi, c'est que l'ensemble des commerçants ne vont pas en bénéficier de ces bons d'achat. Si tu donnes 30 € à chaque famille, les gens, leurs 30 €, majoritairement, ça va partir sur de l'alimentaire, peut-être un peu d'habillement, et les autres commerces, ils n'y ont pas droit. Et si, enfin, on ne peut pas savoir, mais on peut fortement s'en douter. Bien. Pardon, je terminerai là. Les bons cadeaux qui sont donnés aujourd'hui, c'est toujours en vigueur, ça. Oui. Aux personnes, voilà. Pour les anniversaires. Je ne sais pas combien ça représente de personnes sur la ville. Mais 150 par an. On ne s'interroge pas du fait s'il le dépense chez le coiffeur ou chez le petit casino. Voilà, bon, c'est tout, c'est pareil. Enfin, on va en rester là. Voilà. Bien. C'est bon pour le fonctionnement? Allez, Marie, tu passes donc à l'investissement. Donc, je vous propose de prendre la note explicative concernant les dépenses d'investissement. Donc, pour un montant de 5 12 368 €, soit une augmentation de 2,45%. Donc là, si vous reprenez le tableau qui concerne ces dépenses, effectivement, vous voyez que, comme on avait parlé déjà lors du DOB, le montant des restes à réaliser dépenses est relativement relevé puisqu'il est de 2 528 344 €. Et donc là, il faut tenir compte, comme déjà on a parlé hier soir, c'est du fait que les travaux de l'hôtel de ville, je crois, arrivent à 1,3 million actuellement dans nos travaux en cours. Donc nous retrouvons également le remboursement de la dette en capital pour un montant de 831 245 €. Des travaux d'équipement sportif pour 866 624 €. Donc là, comme on vous avait dit au DOB, c'est la rénovation et l'extension des vestiaires de rugby. Pour le patrimoine historique et culturel, c'est 19 350 €. Donc là, ça concerne la rénovation du bar, mais également le treuil du lustre de la salle des mariages. Les bâtiments et services publics pour 402 450 €.
Donc là, pour un montant de 230 000 euros, nous avons les travaux au cimetière en ville, le camping, la structure photovoltaïque du lycée, entre autres, et la menuiserie du CTM. Pour les équipements sportifs municipaux, une dépense d'un montant de 149 336 euros. Donc là, il y a tout l'achat du matériel pour le centre technique, pour les bâtiments, les espaces verts et la voirie, mais également les installations sportives et l'informatisation. Les équipements de sécurité pour 11 300 euros. L'amélioration des quartiers pour 160 500 euros. Donc dans ce chapitre-là, nous avons en particulier les voies vertes pour le Rousseau, mais également le revêtement de la route de Bordeaux, donc c'est l'accès aux maisons qui était prévu. Et donc ensuite, pour l'environnement, nous avons prévu, comme on vous avait parlé, l'implantation du miscanthus pour 3 500 euros. La subvention d'équipement, donc là c'est des fonds de concours pour le SIDEC, mais également le fonds de concours pour la communauté des communes concernant les travaux de la réfection de la toiture aux écoles pour 39 719 euros. Donc en ce qui concerne les recettes d'investissement, nous trouvons donc là tous les restes à réaliser recettes pour 270 545 euros. Le report de l'excédent d'investissement de 1 362 311 euros. L'excédent de fonctionnement reporté également de 1 400 000. Le virement de la section fonctionnement pour 636 624 euros. Les amortissements pour 307 806 euros. Le fonds de compensation TVA pour 188 000 euros, la taxe d'aménagement pour 79 000 euros, la subvention du FEC pour 10 000 euros, la régularisation à reste forfaitaire 8 082 euros, mais également, afin d'équilibrer notre budget, un emprunt de 750 000 euros, puisqu'effectivement, par rapport à ce que vous avez présenté au DOB, où il était à 800 000 euros, vu l'augmentation au niveau de l'environnement de section de fonctionnement, on l'avons diminué à 750 000 euros. Donc si on termine ce budget investissement avec la page 5, vous avez le tableau qui concerne la dette. Donc l'encours de la dette au 31/12/2021 sera d'un montant de 4 484 487 euros, soit une diminution de 1,78%. Les annuités au 31/12/2021 seront de 831 246 euros, soit une diminution de 12,37%. Comme vous voyez, nous continuons activement le désendettement de notre commune, sans augmenter la fiscalité ménage. Merci Marie. Alors avec les questions, c'est assez simple. Un budget de fonctionnement à 6 millions, 0,0, un budget d'investissement à 5 millions. Donc voilà, c'est des chiffres faciles à retenir. Les investissements que Marie a passé, évidemment, c'est tout ce qu'on avait prévu, dont on a parlé au DOB. Beaucoup de restes à réaliser, on l'a expliqué pourquoi, dû à l'année et puis au très gros chantier qui est la mairie. Et le projet le plus important, donc, ça va être de la rénovation des vestiaires et la mise à accessibilité des tribunes, mais aussi la mise aux normes à accessibilité. Vous voyez, le cimetière, c'est plus de 250 000 euros. Et tout ça, mais on a diminué le recours à l'emprunt de 50 000 euros. On avait estimé à peu près 800, bon, on est à 750. Et comme l'a souligné Marie, la dette, elle stagne, elle baisse de 80 000 euros, hein, c'est toujours ça, mais au moins elle stagne et on reste à des ratios excessivement bas en la matière. Voilà, mais écoutez, je vous laisse la parole si vous avez des questionnements, des interrogations ou des remarques. C'est bon, oui. Oui, juste, on va revenir sensiblement sur ce qu'on avait dit lors des orientations budgétaires. Ce budget d'investissement, il contient
le plus gros projet, il contient un projet qui apparaissait dans notre programme, donc il serait quand même illogique de notre part de s'y opposer. La petite remarque qu'on va faire, hein, c'est que, effectivement, c'est le gros investissement, mais on pense qu'on pourrait en faire d'autres. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit très justement et clairement Paulette Saint-Germain tout à l'heure, mais on pense qu'en évaluant différemment le budget de fonctionnement, on pourrait augmenter légèrement la section d'investissement sans se mettre en danger et tout en restant très prudent. On a eu cette discussion hier soir très sereine, on en est arrivé à la conclusion que c'était une différence de point de vue. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'augmenter donc l'investissement de 300 000 € et d'inscrire comme projet la réfection, comme on vous l'a proposé, ni plus ni moins, la réfection de la place du 19 mars, la place de la Poste, et la place de Gaulle à côté dès cette année, ainsi que, on insiste, le rachat de l'immeuble situé sur l'îlot dit du garage de l'Aille. Voilà ce qu'on voulait vous proposer. Donc, en évaluant différemment les charges à caractère général et les charges personnelles en fonctionnement, virer davantage sur la section d'investissement pour pouvoir inscrire ces projets cette année. Voilà, c'est notre proposition, notre point de vue. Bien, merci Jérémy. Bon, on a déjà débattu sur ça au DOB et hier soir en commission des finances. Bon, vous connaissez notre position par rapport à l'acquisition. Vous nous parlez de l'acquisition d'un bâtiment, d'une maison, d'un immeuble, je crois, qui est à vendre au niveau de l'île Lahaye, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres, donc il faudrait compter tout, pas juste si on fait l'analyse, il faudrait la faire plus finement. Et le deuxième point, c'est sur la place, et on était d'accord, et j'étais d'accord avec toi, sur la place du 19 mars, qui effectivement mérite une rénovation, mais on le fera en deux temps. On va s'attaquer d'abord à la place de Gaulle et surtout au carrefour, mais pour ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut faire intervenir, c'est une route départementale, donc il faut faire intervenir le département, il faut faire des études, et donc ça veut dire que c'est ce qu'on va lancer, et aucun travaux ne sera lancé dans l'année. Donc en fait, vous voudriez qu'on mobilise de l'argent qu'on ne va pas dépenser dans l'année. Ça a été souvent votre reproche les années passées, et je trouvais justifié, je vous le dis. Donc c'est vrai que c'est pas la peine de mobiliser de l'argent si on est sûr, quasiment sûr, de ne pas avoir la dépense dans l'année. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a aucune ligne budgétaire sur la place du 19 mars, mais on va lancer toute la procédure administrative et technique pour pouvoir réaliser ces travaux dans l'année prochaine, donc 2022. Philippe, tu veux intervenir? Oui, moi j'aimerais bien intervenir quand même parce que tu dis d'investir dans les bâtiments à côté de l'îlot Lahaye. C'est très bien, sauf que autour de l'îlot Lahaye, il y a effectivement des bâtiments qui sont à vendre, mais il y en a qui ne sont pas à vendre et dont les gens ne veulent absolument pas vendre. D'une part. Ensuite, l'îlot Lahaye, quand même, on vient de payer combien? 250 000 € là, pour en plus de l'achat, pour démolir parce qu'il menaçait les voisins, quoi. Donc, il nous coûte très cher cet îlot Lahaye. On est à 500, 250 d'achat et 250 de démolition. Oui, et 250 de démolition, mais c'est quand même un peu dommage, quoi, parce que c'est vraiment de l'argent foutu en l'air, par les fenêtres, quoi. Je crois qu'il y a d'autres investissements à faire que ça. Mais en fait, je comprends. Tous les projets qui ont été réalisés sur des îlots comme ça que la mairie a achetés, ça ne s'est pas fait en mois. Évidemment qu'il y a des gens qui ne veulent pas vendre pour l'instant, mais si on ne fait rien, on est propriétaire de la moitié du foncier, c'est quand même dommage de laisser passer. Évidemment que ça ne va pas se faire un seul jour. Mais je pense que là-dessus, et je pense que le dispositif Petite Ville de demain nous le confirmera, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. C'est une entrée de ville, il n'y a rien. C'est à la collectivité de porter un projet, je crois. Bien. Oui, très bien, mais bon, il y a peut-être des investisseurs privés qui peuvent faire ça, hein, parce que c'est pas vraiment notre rôle à nous d'aller investir là-dedans. Philippe, je
voudrais te rappeler quelque chose, peut-être que tu ne l'as pas suivi à l'époque. Moi j'ai un peu d'ancienneté pour ça. Je crois que la mairie d'Aire a mis plus de 10 ans pour acheter au fur et à mesure qu'il y avait des opportunités de vente un gros îlot qui a été rasé entièrement, mais ça a duré 10 ans au moins pour tout acheter, et où maintenant il y a une résidence senior à sur la Dour. Voilà. C'est pour te dire l'historique, c'est à peu près la même chose. C'est vrai, tu as raison. Vous avez mis 2 mois pour acheter un îlot à la rive, mais par contre ça fait 15 ans qu'on attend pour le vendre. Donc voilà. Non, mais bon, tu n'es pas obligé de répondre comme ça. La résidence senior, quand même une belle réussite. Non, je réponds. Bon, c'est une différence de vue. Voilà. Par contre, je note avec satisfaction que tu peux noter, Jérémy, que donc on n'est pas sectaire, puisque on prend un projet qui, au niveau des tribunes du stade municipal, donc on écoute les gens, on écoute tout le monde. Tu vois, si on l'a inscrit, c'est qu'on n'est pas sectaire. On n'a pas. De dire que c'est grâce à nous, alors. On n'a pas, nous, les bonnes idées, vous les mauvaises, et inversement. Voilà. Je vous remercie de reconnaître que notre projet était très bon. Oui. Bon, allez, après, oui, pardon. Merci. Bonsoir à tous. Excusez-moi, c'était juste pour vous donner mon point de vue par rapport à l'îlot. Je trouve dommage que, voilà, j'y reviens dessus, c'est un petit détail, mais je trouve dommage que la municipalité n'ait pas continué d'investir comme elle a su le faire, par exemple pour la halle, en temps voulu, que je ne regrette pas du tout, c'était pour moi un bon investissement. Et je pense que voilà, la halle, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pour l'instant, c'est occupé, donc c'est très bien. Et je pense que le projet de l'IMO, c'est un projet qui est encore plus long, mais aussi on pourrait faire quelque chose de bien dessus. Donc c'est dommage que la municipalité ne continue pas à investir comme elle a su le faire certaines fois. Enfin, un petit bémol, parce que la municipalité a investi parce qu'on avait un projet alors, qui ne s'est pas réalisé, qui est tombé à l'eau, dont on va reparler plus tard, mais on a investi parce qu'on avait un projet. Là aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Donc là, c'est investir pour plus tard, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc c'est ça, il y a une différence significative. C'est bon? Ouais, juste une dernière question, monsieur le maire, après je vous donnerai notre intention de vote. Il n'y a aucune ligne dans ce budget concernant votre gros projet de piscine, ni d'études, ni de travaux, ni rien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous Vous pouvez dire un peu plus. Il restait des crédits donc, des budgets précédents donc, pour faire les études. Donc on va finaliser ces études-là. J'avais parlé notamment au niveau du DOB, surtout en matière environnementale. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne, parce qu'il nous reste des crédits en la matière. Mais le projet n'est pas abandonné, si vous aviez peur. Ah non. Donc voilà. Peur, jamais. Alors juste, monsieur le maire, on va vous expliquer nos choix de vote. On souhaiterait vous demander à voter séparément la section d'investissement et la section de fonctionnement. Concernant le fonctionnement, je vous l'ai dit, Paulette a fait beaucoup de remarques très judicieuses. Nous considérons que nous pouvons et nous devons même réévaluer les dépenses, oui, afin d'être un petit peu plus juste et de permettre donc le virement à la section d'investissement. C'est ce que nous vous avons proposé, et nous ne sommes pas d'accord non plus sur les subventions, sur la subvention pour le secours, pour la protection civile. C'est pourquoi sur le budget de fonctionnement, nous nous abstiendrons. Quant au budget d'investissement, on vous l'a dit, vous l'avez même souligné, que le projet était sur notre programme. Donc il serait illogique de notre part de ne pas le voter, c'est pourquoi nous voterons pour le budget d'investissement. Même si nous regrettons qu'on n'ait pas pu inscrire un autre projet là-dessus. Voilà pour notre intention de vote. Très bien, merci. Bon, je crois que tout a été clair. Je pense qu'on va pouvoir procéder au vote. Donc on va faire, comme vous l'avez demandé, on va faire 2 votes. On va faire d'abord qui est pour le budget de fonctionnement présenté par Marie ce soir à hauteur de 6 millions d'euros.
s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Maintenant, je vais passer au vote donc, du budget d'investissement à hauteur de 5 millions d'euros. Qui est pour le budget d'investissement? À l'unanimité. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, Marie, alors tu continues. Bon, il y a deux budgets assez. Tu nous fais une explication synthétique. Donc, on va enchaîner avec le budget annexe garage. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le montant au 31/12/2020 du budget annexe était de 44 564,22 €. Je vous propose ce soir d'adopter le nouveau projet d'un montant de 48 964,22 €, ce qui représente juste les recettes des revenus des immeubles que nous avons prévus pour un montant de 4 400 €. Pas d'objection là-dessus? Je vous remercie. Donc on va enchaîner avec le lotissement Les Chênes. Donc là, il s'agit d'un exercice qui se présente en dépenses et en recettes pour un montant de 586 591,04 €. Donc pour la section de fonctionnement, la section s'équilibre en dépenses et en recettes d'un montant de 274 795,52 €. Et pour la section d'investissement, en dépenses et en recettes, elle est équilibrée à un montant de 321 795,52 €. Donc je vous propose d'adopter ce projet, puisque là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de cours. Je crois qu'il y a peut-être une réserve sur le vente de l'eau, je crois qu'on l'avait dit, mais il n'y a pas de vente prévue. Donc, est-ce qu'il y a des objections sur ce projet? Pas d'objection, je vous remercie. Je continue, bon d'accord. Donc là, je vous propose de prendre la notice qui concerne la fiscalité locale. Donc, en ce qui concerne la fiscalité locale, donc là, je vous propose de prendre la page 2. Comme vous savez, il y a eu une réforme au niveau de la fiscalité locale, au niveau de l'État, et donc ensuite, il y a la suppression concernant la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc je vais essayer de vous faire ça au plus simple. Donc puisque les communes ne perçoivent plus ou quasiment plus la taxe d'habitation sur ces résidences principales, l'État a décidé que les communes bénéficieraient d'un transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc il faut savoir que pour le département des Landes, ce taux s'est levé en 2020 à 16,97%. Donc grâce au coefficient correcteur que je vous passe pour effectivement assurer la neutralité de la réforme et que les communes ne soient pas lésées de ce domaine-là, il s'agit ce soir de voter un nouveau taux. Donc ça consiste en quoi? Il faut rajouter le taux de la taxe foncière des propriétés bâties de 2020 de notre commune et également le taux de la taxe foncière bâtie de notre département. Ce qui nous donne, pour la commune, il était à 17,37% et pour le département à 16,97%. Donc ce soir, je vous propose un taux à 34,34%. Ce qu'il faut quand même dire que ça n'impactera en rien du tout sur le contribuable naturel, il ne payera pas plus pour autant. Donc en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle n'est pas impactée par cette nouvelle réforme. Donc je vous propose de maintenir le même taux que nous avions en 2020 à 48%. Donc ce qui nous donnerait comme produit fiscal un montant de 3 374 950 €, mais, je ne vais pas dire mais il s'agit quand même de rajouter à ce produit le montant de la taxe d'habitation concernant les résidences secondaires que nous percevons toujours pour un montant de 180 198 €. Mais il s'agit effectivement, comme les communes perçoivent maintenant ce nouveau produit fiscal,
il se trouve qu'il y a des communes qui vont être considérées lésées, qui ne percevront pas le même montant que lors de leur taxe d'habitation. Donc ces communes-là seront, je vais dire, rémunérées par l'État. Et après, il y a le cas de figure inverse, où des communes, comme la nôtre, a une surcompensation par rapport à ce montant. Donc l'État nous demande de reverser ce montant de contribution en trop qui s'élève à 91 624 €, donc il faut retirer de notre produit fiscal. Donc comme je vous annonçais tout à l'heure dans les recettes fiscales, notre produit fiscal attendu sera de 3 463 524 €. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Si, tu as été très clair. Mais qu'on soit bien clair, la ville d'air n'a pas doublé ses impôts. On n'est pas, parce que vous dire, on est passé de 17 à 34, donc non, sur les feuilles de chacun de notre feuille, au lieu d'avoir 17 d'un côté et 17 de l'autre, on a tout regroupé en un, ça ne changera rien, donc comme tu l'as très bien expliqué, ça ne changera rien pour les contribuables. Alors peut-être que certains vont avoir des augmentations, parce que si les bases ont augmenté, forcément il y aura une légère augmentation, mais voilà, c'est la nouvelle mécanique qui est instaurée depuis cette année dans toutes les communes de France suite à l'arrêt de la taxe d'habitation. Voilà, c'est bon, pas d'opposition pour ces taux. Allez, Marie. Donc je vous propose de continuer donc, avec l'attribution des allocations de la commune d'Auto-Provence. Donc comme vous avez l'habitude de maintenant, ce soir je vous propose 3 dossiers de personnes qui se sont présentées au permis de conduire pour la première fois. Donc comme on a parlé tout à l'heure au niveau des subventions, c'est une allocation qui est versée par le biais des subventions d'un montant de 500 € à chaque personne. Donc pas d'objection pour ces 3 dossiers. Je vous remercie. Donc nous allons continuer avec le point 11 qui concerne la modification du régime indemnitaire du cadre d'emploi des agents de la police municipale. Donc il s'agit en ce qui concerne les agents municipaux, les policiers municipaux, ils ne sont pas affiliés au même régime indemnitaire que tous les autres agents des autres filières. Donc ils font partie ils disposent de l'indemnité d'administration et de technicité, mais également de l'indemnité spéciale de fonction. Donc il se trouve que ce taux maximal jusqu'alors il était à 18%, et il se trouve qu'on peut aller jusqu'à 20%. Donc effectivement, pour que tout le monde soit sur le piédestal également, je vous propose ce soir de passer ce taux maximal à 20%. Donc ça concerne juste le grade de brigadier chef principal. Pas d'objection? Je vous remercie. Donc le point suivant, la création d'emplois temporaires, accroissement de saisonniers d'activité. Comme en chaque période estivale, vous savez qu'on recrute des personnes, des jeunes personnes pour les emplois d'été. Donc là ce soir je vous propose de créer un poste d'adjoint administratif en ce qui concerne le patrimoine, comme chaque année, donc pour une période de 3 semaines. Également 3 emplois temporaires d'adjoint technique concernant le service des centres techniques, 2 personnes en juillet et 2 personnes en août. Donc est-ce qu'il y a des objections là-dessus? Pas d'objection, je vous remercie. Merci Marie, je peux voir un coup, tu as fini. Allez, les 3 derniers points, une cession d'une parcelle de 354 mètres carrés. Donc en fait c'est juste un petit bout de parcelle qui est devant l'entrée de la parcelle de Madame Ducournau. Nous avait fait la demande si on pouvait lui céder. On a fait appel à la ville des domaines comme il se doit pour un montant donc, de 180 €. C'est au Fondère, je crois que c'est vers Loga, vers Rognan, je crois que c'est par là-bas. C'est ça, Claude? Voilà, c'est ça. Pas d'objection. Allez, on aura une recette supplémentaire. Point 14 donc, et point 15,
15, c'est des paiements au SIDEC pour des travaux déjà réalisés, donc c'est l'éclairage public, donc derrière la mairie au niveau du ce qu'on appelle le jardin du curé, le passage que l'on vient de refaire. C'est l'éclairage public avec détecteur, donc ça participe à l'environnement. Donc vous le voyez pour la participation communale de 6 034 €. Et l'autre c'est l'éclairage public aussi, mais PMR par rapport à l'accessibilité au niveau de l'aérodrome pour un montant donc pour la commune pour 4 489,47 €. Pas d'opposition, je vous remercie. Allez, eh bien, je vous laisse la parole si vous avez des questions diverses, si vous permettez. Je vais commencer par une information. Oui, alors, on s'était engagé, quand on avait fait les travaux de la rue Méricane, on s'était engagé à revoir un peu le sens de circulation de la rue, chose qu'on a fait, puisque la rue Méricane, elle est maintenant pour partie à sens unique. Et quand on avait fait les différentes réunions, donc ça date de quelques années, 2016 ou 2017, on avait évoqué la piste de la rue du jardin public, donc la petite rue qui descend. C'est bien ça, Isabelle, je ne dis pas de bêtises. Bon. Et donc on a été sollicité par les riverains qui nous ont dit bon, maintenant que les travaux sont finis, il va falloir passer à notre rue. Donc puisqu'ils étaient nombreux, quasiment tous, à nous exprimer le souhait de le mettre à sens unique, parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui est assez étroite et qui, surtout l'arrivée qui est en côte ou le départ, on le dit qu'on veut, qu'il peut être accidentogène. Bon, il n'y a jamais eu d'accident, heureusement, et j'espère que ça continuera. Donc, mais ils nous avaient demandé de le mettre à sens unique, alors on a décidé de le mettre à sens unique. Donc, alors, je ne dis pas de bêtises, on pourra ressortir, c'est-à-dire que depuis ici, on pourra sortir vers la rue Méricane. Par contre, tous les gens, et surtout les gens qui arrivent du Gers, je peux dire comme ça, seront obligés de passer ou dans la rue Méricane ou d'aller vers la rue des Arènes. Par contre, ce ne sera que le bout qui commence au parking de la piscine en allant vers le bout de la rue Méricane qui sera interdit. Parce que comme ça permettra aux gens d'aller pouvoir se garer au parking du foot et de la piscine et de pouvoir repartir en ville ou d'y aller ou de repartir. Ça sera ici, là, tout le long, ce sera en double circulation. C'est juste la partie basse de la rue qui sera à sens unique. Voilà. Alors, on va le mettre en place. On va voir. On va se donner un peu de temps. Si la voiture, il se trouve que ça marche pas bien, on a plus d'inconvénients, mais on changera. Hein. C'est ce qu'on avait fait, je vous rappelle, rue Méricane, sur devant chez Daugé. Hein. Je vous rappelle, on avait mis un sens interdit. Ça avait duré 6 mois ou 8 mois, je ne sais pas. Bon, il s'était avéré que ça ne marchait pas, ça causait plus d'ennuis qu'autre chose. Donc on l'avait sorti, on avait changé. Donc on va faire pareil, on va commencer. Les riverains, on va les informer, ils vont être informés dès ce soir. On attendait ce soir avant de parler, enfin de les prévenir. Et puis voilà, on se donne, on va dire, jusqu'à la fin de l'année, on fera le bilan. S'il n'y a pas de problème, on fera le bilan après. Oui, Yves. Oui, mais c'est une découverte, donc je souhaitais intervenir à ce sujet. Vous avez passé aux travaux des tribunes, les camions vont passer où? Comment ça Les travaux qui vont être réalisés derrière les tribunes pour l'agrandissement des tribunes, il va bien falloir que des camions accèdent au stade, au parc. Moi je sais que quand je devais faire livrer du sable pour le stade, heureusement qu'on pouvait emprunter la rue de la piscine dans les deux sens, parce qu'il n'y a pas de moyen autrement pour le semi-remorque d'accès. Bon, si exceptionnellement pour une ou deux livraisons il faudra, on s'en débrouillera. On a le portail au fond qui a servi pour tous les travaux, pour la moitié des travaux de la piste autour du stade. Les deux portails sur le... Oui, les ponts rouges. Voilà, oui, les ponts rouges, ils ont servi. Donc voilà. À mon avis, il n'y a pas trop de problème. En passant avec les espaces verts. En passant avec les espaces verts, oui. Mais de toute façon, l'espace vert va être un petit peu amputé, quoi. Hein. Par les travaux. Bon, voilà. Donc, on met ça en place. Et alors, ce ne sera pas en place. Je crois qu'on a le temps de commander les panneaux et tout ça. Je crois qu'on avait dit mi-mai, je crois. C'est ça? Ouais.
Voilà, donc on a le temps de prévenir tout le monde et de faire de l'information sur le site de la ville, sur Facebook, surtout par rapport au marché. Voilà. Écoutez, allez-y, je reviendrai après. Oui, Jérémy, vas-y. Oui, puisqu'on était sur le site et donc le sujet des tribunes, est-ce qu'on a une petite idée du calendrier ou alors, le calendrier, on a eu, donc on a fait un appel d'offres, un appel de marché pour avoir l'architecte. Ça a été validé, je me tourne, c'est décidé aujourd'hui. Il n'y a eu que 2 réponses. Je vous l'ai dit, 2 réponses à l'entreprise. On ne peut pas vous donner le nom parce qu'on est dans la procédure où aujourd'hui on a répondu à celui qui n'a pas été retenu, donc il faut attendre 15 jours avant de pouvoir. Voilà, on en est juste là. Donc l'entreprise qui sera en charge des travaux a été retenue. Donc après, il y aura appel aux entreprises pour faire les travaux. Et ça va durer, il y en a jusqu'à la fin de l'année, il ne faut pas se leurrer. Carlo Gabro Félicien, je ne me rappelle plus, la durée des travaux, ça avait été quoi, quelques mois ou... On avait parlé de 6 mois. Maintenant, bon, voilà, je ne sais pas. Philippe, je le vois secouer la tête. Mais bon, au moins 6 mois. Voilà. Surtout qu'il y aura la période d'été au milieu, donc je ne sais pas, on verra comment ça se passe. Voilà. 6 mois hors taxe. D'accord. Autre chose, tant qu'on est sur les travaux, on avait évoqué il y a quelques mois de ça, peut-être même sur la fin du précédent mandat, la maison des associations. Il y avait plusieurs études qui devaient être menées. Où est-ce qu'il y avait ce projet ou est-ce que ça a avancé? Pas du tout. C'est pareil, on a fait un marché appel d'offres pour obtenir un prestataire qui va nous faire l'étude. Un programmiste, voilà, je cherche le mot, merci Philippe. Donc il a été retenu, on peut dire ici, hein. Ça y est, ça a été notifié. Donc c'est quelqu'un de connu de la municipalité, puisque c'est l'entreprise Pilate, hein, qui avait déjà travaillé. Florence, tu t'en rappelles, il avait déjà travaillé pour nous, d'ailleurs en matière de sport, si mes souvenirs sont bons. Il avait fait une étude sur les installations sportives il y a quelques années, donc c'est lui qui a été retenu. Donc voilà, ça c'est officiel, lui il va lancer et on lui a mis dans sa mission, on lui a mis tous les sites et on a intégré, comme on s'était engagé, la maison des associations actuelles. Très bien. Voilà, ok. Il y a un délai sur ça aussi, sur son étude? Il doit rendre son travail Là, honnêtement, je ne sais pas. Bon, Hubert n'est pas là, il aurait pu mieux répondre que moi. Ça va. Non, honnêtement, on vous le dira, je préfère ne pas dire de bêtises. Oui, ça ne va pas durer des années, en fait. Ah non, oui, non, ça ne va pas durer des années, non. Ok. Bon, dernière question pour moi, en tout cas, puisque je crois que mes collègues en auront d'autres. Concernant les fêtes d'Air-sur-la-Loure, on voit que toutes les communes des alentours commencent à annoncer l'annulation des fêtes. Alors nous, on a une petite spécificité, c'est qu'on n'a plus de comité pour l'annoncer. Donc c'est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez donc me confirmer, puisque les gens, on entend de tout et de rien, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y aura pas de fête cette année? Ah ben oui, ça c'est une évidence. Que ce soit dit publiquement. Ça peut être, vous voyez, même à Dax, le maire à Dax, il a annoncé. Donc oui, effectivement, il n'y aura pas de fête. Et c'est pas dû au fait qu'une partie du comité des fêtes est démissionnée. C'est le fait de la situation sanitaire où malheureusement, on n'aura pas le loisir de se retrouver autour d'une bonne table ou de bons verres, avec modération, bien évidemment, et dans un grand moment de convivialité. Pour le mois de juillet, c'est sûr, et le mois de juillet, c'est quasiment, malheureusement, certain aussi. Donc voilà, puis je vous dis, le 15 août, Dax, c'est réglé, donc effectivement, il n'y aura pas de fête d'air, encore une fois, pour 2021. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, tant que j'y pense, de nombreuses villes maintiennent quand même les spectacles taurins, si les conditions sanitaires le permettent. Est-ce que vous serez favorable à l'organisation d'un spectacle taurin, ou de deux même, pardon, si l'on Paulette fait agrandir? Oui, alors on a échangé entre nous, on a échangé départementalement, puisque je crois que vous en avez fait part, on a fait une réunion avec l'ensemble des maires
département et Madame la préfète, on était quelques-uns, comme moi, je vous livre mon avis personnel, que effectivement, ça me paraît compliqué d'organiser, et je l'ai dit à l'AG de la Routa, Jean-Pierre un peu éloigné, c'est compliqué d'organiser une corrida ou une course andaise alors qu'il n'y a pas de fête, parce qu'il y a une partie du public qui vient parce qu'il y a la convivialité autour, ils ne viennent pas que voir. Alors si, il y a des aficionados, comme on peut l'être, que ce soit Torel, que ce soit course andaise, qui peu importe, même s'il pleut et qu'il n'y a rien, ils iront, mais une grosse partie du public ne se déplace que parce que justement, il y a cette fête autour. Donc on se voit mal organiser et permettre qu'il y ait une corrida ou une course andaise au 20 juin ou au 21, je ne sais plus exactement la date, le 20, alors qu'il n'y a pas de fête. Ça c'est voilà, la première raison. Puis la seconde, tout le monde en parle depuis ces derniers jours, c'est qu'en plus on est en pleine élection, donc élection départementale et régionale. Alors je vous l'annonce, ça ne va pas être de gaieté de cœur, parce qu'il va falloir se multiplier, parce qu'on a 2 scrutins, on doit, si j'ai bien lu les textes aujourd'hui, on doit tenir 2 bureaux de vote, on doit dépouiller ça à 2 endroits différents, donc on n'est que 29, hein, d'habitude on y arrive à 29, là il faudrait être le double, donc, plus les scrutateurs, c'est les scrutateurs, ceux qui dépouillent, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, ceux qui dépouillent c'est pareil, il faut multiplier par. Donc tout ça fait que pour la ville d'Air, je parle, c'est très très compliqué, mais j'ai eu les représentants de la Routa et le président qui a invoqué, c'est pas trahir un secret de polichinelle, de travailler sur un plan B. Bon, voilà. Et s'il travaille un plan B pour le mois de septembre, et on verra à l'occasion en espérant qu'en septembre, tout le pays sera plus que déconfiné, on aura déjà eu largement le temps de fêter tout ça. Donc voilà, donc pour les fêtes d'air, pas de fête, mais pas plus quelles que soient les animations. Et puis je vous le dis, j'en profite, hein, ce week-end-là, on va être très pris. Donc voilà. Allez. Oui. Alors nous avons tous appris avec beaucoup d'inquiétude, surtout avec la crise sanitaire actuelle, que les urgences de la polyclinique allaient fermer, ou étaient déjà fermées la nuit, à Aire-sur-la-Bourg. Et nous voulions savoir ce que vous alliez faire, ou ce que vous pouviez faire, et en même temps ce que nous pouvions faire avec vous pour aider, pour qu'elle rouvre. Est-ce que ça serait possible? Alors effectivement, donc vous l'avez vu, on l'a mis sur le site dès qu'on a eu l'information. D'ailleurs c'était le 1er avril, je crois. Donc c'était pas un poisson. Hein. Donc j'avais reçu, je dois vous le dire, j'avais reçu le directeur de l'hôpital, donc M. Pini, et j'avais reçu quelques jours après le directeur du groupe Clini Futur, M. Dijoux, pour parler de ce problème. Alors qu'en est-il? Bon, ça, on le sait, il y a des problèmes de personnel, pas que à la clinique d'Aire-sur-Adour, pas que à l'EHPAD d'Aire-sur-Adour, c'est un problème national, on est tous malheureusement confrontés. Donc des problèmes, et survenu à ce moment-là la fermeture temporaire de l'unité de soins continus, l'USC. Donc tout ça cumulé a fait dire au directeur de l'hôpital, puisque c'est le président du GCS, qu'il y avait un problème pour assurer normalement les urgences, notamment de nuit. Or, on était confronté à un problème, c'est que la réglementation aujourd'hui, actuelle, de l'ARS, elle est claire, c'est les urgences, c'est 24-24. C'est pas un petit bout par un petit bout, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Donc l'histoire d'éventuellement de couper juste la nuit, non. L'idée c'était donc qu'il fallait fermer totalement s'ils n'arrivaient pas à assumer ces 24-24. Donc le directeur est venu me voir pour me présenter, en attendant, parce que c'est transitoire, c'est jusqu'au 31 mai de mémoire, de faire la mise en place de ces urgences, donc de
8h du matin à 21h ou 20h, voilà, de 8h à 8h, donc transitoire, en attendant de voir ce que l'ARS décide, c'est-à-dire parce que l'ARS, c'est eux qui donnent les pépettes, donc c'est de leur dire maintenant, vous nous donnez de l'argent, je le dis comme ça, pour assurer les urgences 24-24. J'ai dit au directeur, aux deux directeurs, de la volonté de la LIDER sur l'eau, mais je crois rien trahir de l'ensemble des élus du territoire, qui sont landais ou gersois, puisqu'il y a énormément de gersois qui viennent à la CNIC, c'est qu'on maintienne ce service tout le temps et on se battra auprès de l'ARS pour aller en ce sens et qu'il débloque des crédits en ce sens. Par contre, ce que je dis, il faut reconnaître aussi, c'est qu'on a quand même un souci dans le fonctionnement de ces urgences. Je ne vais pas jeter la pierre, je ne sais pas si c'est la faute au pool médical qui est sur place, est-ce que c'est la faute au régulateur qui est à Mont-de-Marsan, mais souvent, quand vous appelez les urgences, on ne peut pas aller ailleurs, on nous envoie à Mont-de-Marsan, et c'est surtout un problème, le plus gros problème, il est pour nos pompiers, qui souvent se déplacent à Mont-de-Marsan pour 3 fois rien, alors qu'ils pourraient aller à ailleurs. Alors, avec le colonel, pour la partie pompier, avec le colonel du Verger, parce que je suis aussi au conseil d'administration de justice, on a aussi fait pression au niveau de M. Pini, le directeur de l'hôpital, pour essayer que ces choses-là n'y arrivent pas, et que si effectivement il y avait un cas très grave et que la clinique d'air ne puisse pas accueillir le patient parce qu'elle n'a pas les éléments techniques pour l'accueillir, qu'ils aillent en Marsan. Mais des fois, pour des bourreaux, une fois c'était un monsieur qui avait avalé de travers un bout d'os. Bon, mais le temps d'arriver à Marsan aux urgences, tout allait bien, alors que les pompiers, en venant à air, ils en ont pour un quart d'heure. Il faut savoir que quand ils partent à Mont-de-Marsan, Philippe, tu le sais mieux que moi, c'est au moins 1h30, 2 heures, facilement, 2 heures, c'est 20 minutes à air. Dans la journée, je parle pour la journée, c'est les employés municipaux qui assurent ce service. Donc pendant qu'ils font ça, ils ne sont pas non plus dans nos locaux, ou dans la ville pour assurer le service public. Donc voilà, donc il se trouve qu'il y a une réunion, donc le directeur Pini a programmé une réunion demain à 15h, avec, donc c'est lui qui l'organise, donc si j'ai bien compris, c'est les maires des communes d'Air, de Garlin et de Risque, et les 4 vice-présidents des Comcom, donc de Garlin, enfin Garlin c'est le L'Oeil en Béarn, donc d'Air, Philippe, de Risque et de Nogaro. Voilà, avec là aussi l'ARS. Donc je ne sais pas si on aura des réponses demain soir, mais il est clair que on se fera fort, l'ensemble des élus, à pousser au sens de maintenir les urgences 7 jours sur 7 et 24-24. Mais moi aussi, je tiens à préciser que je souhaite surtout avoir un service d'urgence efficient. C'est-à-dire qu'on puisse accueillir les malades que l'on peut accueillir en fonction de la pathologie, qu'on peut les accueillir comme il se doit à Aire-sur-Loire. Et éviter notamment, je pense aux pompiers, de se déplacer pour des fois pas grand-chose. Oui, Xavier, pour compléter ton propos, et nous sommes d'accord avec ça, bien sûr. Tu évoquais effectivement le problème de la régule des orientations des... Bon, ça, on n'y est pas. J'aurais plutôt tendance aussi à dire qu'on a un peu trop tendance à pousser les gens vers l'hôpital l'AID, ce qui est problématique. Juste pour compléter ce que tu disais, il faut aussi pas oublier que la fermeture des urgences la nuit pose un problème pour la population à Turin, mais également pour toute la population gersoise, puisque nous, si on possède un hôpital à 30 minutes, ce qui est déjà loin, voire 35 minutes, mais il y a toute une partie du Gers qui est à 20 minutes déjà d'elle, qui ça rajoute encore du temps de trajet, et on sait très bien que dans les cas les plus graves, les minutes sont précieuses. Donc sur ce sujet-là, je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour aider, nous, en tout cas, mais je crois que là, il n'y aura pas de majorité ou d'opposition, et qu'on sera tous ensemble, bien sûr, pour aider, pour se mobiliser s'il le faut, et mobiliser effectivement la population comme ça c'est déjà fait, et on sera bien sûr à vos côtés pour mener ce combat. Oui, c'est ce que j'ai dit au directeur, on avait été une fois nombreux sur le pont, on pourra y être encore plus nombreux. Donc voilà.
pas si on en saura un peu plus demain, mais au moins il y a une réunion avec l'ARS, le directeur de l'hôpital et les élus du territoire. Parce qu'effectivement, c'est un établissement médical qui intéresse tout le territoire, et pas juste évidemment la ville sur l'eau. Est-ce que vous avez d'autres points? Philippe, peut-être. Ah, pardon, Florence, excuse-moi. Non? Vas-y, honneur aux dames. Merci. Je vous remercie. Juste deux petites questions. Il y a eu le bug des tablettes pour ce conseil municipal. Bon, on a eu les éléments hier, bon, mais c'est pas dans les délais, mais bon, on comprend que ça peut arriver. Est-ce qu'il faut qu'on ramène les tablettes à la mairie pour, Alors, non, mais Perrine va vous voir et on va vous redonner peut-être des codes, très certainement, parce que alors, il y avait tout, alors, sauf Paulette qui, avec les. Et puis nous, il y en a eu deux, je crois. Mais les deux, ils sont côte à côte. Il y a eu aussi deux élus de la majorité qui ont été. Ouais, ça, et Sandrine aussi, trois élus. Donc voilà, on s'en est aperçu après. On est désolé. Donc Perrine, il vous refera passer des codes, je crois que c'est ça, par rapport à ça. D'accord, merci. Et j'ai juste après une dernière remarque. Je poserai la même question demain soir en conseil communautaire. Ça fait plusieurs fois que nous avons la même semaine et un soir et le lendemain soir, conseil municipal et conseil communautaire. Je me dis que peut-être pour les autres élus des autres communes, c'est moins problématique, mais est-ce que ce ne serait pas possible qu'on ait... Parce que la semaine dernière, on n'avait aucune réunion, la semaine prochaine, on n'en a aucune, et cette semaine, on en a plusieurs. Oui, mais... Je ne sais pas, si c'était possible. Non, mais... Parce qu'il y a la réunion conseil municipal communautaire, plus les commissions avant, plus les réunions contradictoires. Tu connais bien le fonctionnement de la municipalité, tu y œuvres depuis quand même quelques années. Tu sais comment ça marche, surtout pour les périodes budgétaires, où on est tributaire, on est obligé d'attendre les notifications de l'État par rapport aux bases, on ne peut pas faire un budget tant qu'on n'a pas les bases, donc on les reçoit toujours systématiquement au dernier moment, donc fin août, et que donc systématiquement on a fin mars. Fin mars, pardon, excuse-moi, et donc on a jusqu'au 15 avril pour faire le conseil municipal, qui est pareil pour le conseil communautaire. Mais on est tous à la même enseigne. Je crois que ce soir il y a un conseil municipal sur le budget à R, à Corneilla, à Barcelone, à Ségos. Donc on est tous pareils. Hein, voilà. Mais alors, cette semaine, je suis d'accord, c'est la période budgétaire, mais ça fait 3 fois que je crois depuis le début de l'année que c'est la même chose. Voilà. Donc je poserai la même question demain soir. Et par contre, j'informe à chaque fois le président de la communauté commune pour dire j'ai prévu un conseil tel jour, pour éviter, parce que c'est arrivé une fois pour un. Alors c'était un CCAS et un CIAS, c'était le même jour la même. Donc à chaque fois, j'informe le président pour éviter qu'au moins ça soit le même soir. Comme ça se reproduit souvent, voilà. J'ai bien dit que je poserai la même question demain soir. Très bien. Philippe, tu voulais intervenir pour les travaux? Oui, je vais faire un petit point sur les travaux. Donc, on va commencer par les rues. La rue de Garolet est finie depuis la semaine dernière. Et la communauté des communes a commencé de son côté à voir les concessionnaires pour la rue Marcel Mémy, qui est attenante. Et nous, de notre côté, pour ce qui est éclairage public, et j'ai perdu, je ne sais plus quoi. Ensuite, dans les rues, nous avons aussi, vous avez vu qu'il y a un problème dans la côte de la Rive, où il y a un effondrement qui est en train qui commence à arriver sous la piste cyclable. Donc aujourd'hui, il y a eu hier, la route ouvrière est intervenue pour aller dégager, après autorisation des propriétaires, dégager une buse qui existe en contrebas sur le haut de la commune. Et aujourd'hui, il devait rentrer dans la buse pour voir qu'est-ce qui s'est passé si la buse était cassée quelque part, ce qui engendrerait l'effondrement. Je n'ai pas les résultats, je n'ai pas pu avoir les résultats aujourd'hui. Donc, il y a une buse qui est en train de dégager, qui est
filons sur le chantier là, parce que là, il y a un gros danger à mon avis. Voilà pour les rues. Ensuite, réseau d'eau potable, route Louga, le chantier est en train de se terminer aussi. Le réseau principal est terminé. Les essais d'eau ont été faits en début de semaine. La potabilité, les analyses et compagnie. Et là maintenant, ils ont commencé les branchements chez les riverains. Ensuite, les travaux concernant les WC publics, pareil, ont été terminés, pas celui du 19 mars, ont été terminés cette semaine par la clinique qui a repris des enrobés. Donc ça marche a priori. Vous avez vu que la piste autour du stade est terminée et ça a un grand succès a priori. Hein, il y a beaucoup de monde tous les jours et tout le temps. Hein, on pourrait faire une entrée payante, ça nous ferait les recettes supplémentaires. Jour et nuit, parce que même la nuit, il y a des gens qui marchent autour, c'est vraiment un succès. Hein? Pour promener le chien, mais alors ceux qui ont le sac avec eux, ça va bien, mais bon. Ouais. Ah, le couvre-feu, oui. Ensuite, chantier, rénovation des toitures et façades de la mairie. Mais la première tranche est en train de se terminer. Il doit y avoir normalement, fin de semaine prochaine, une pré-réception, on va dire. Voilà, c'est en cours, ça avance bien, c'est pas mal, hein, c'est de la gueule. Et la deuxième tranche va... Oui, on a lancé la procédure administrative. Vous avez compris que ce type de chantier, les chantiers, ils ne démarrent pas en claquant des doigts. Donc on a lancé la procédure administrative pour perdre le moins de temps possible et pour être dans la continuité, donc pour faire l'autre partie, c'est-à-dire là pour le coup c'est la façade de l'hôtel de ville et le côté de l'état civil. Donc là ça y est, c'est lancé et ça va démarrer aussi. Enfin, la procédure administrative va démarrer. Voilà. Elle est démarrée. Et ensuite, donc, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on commençait les travaux de mise aux normes PMR donc, du cimetière du Mas. Ça y est, ça a été donné. Hein. Et les tribunes, donc, comme il vous a dit, l'appel d'offres pour l'architecte, les résultats ont été donnés cette semaine. Voilà. Merci Philippe. Ah, pardon. Corps du Castéra, je sais que la communauté de communes est intervenue et la retournière est intervenue cette semaine à la côte du Castéra. Il y a eu un effondrement aussi, je crois, à côté du lavoir de Guillaume. Là. Voilà. Je crois qu'ils ont travaillé aussi cette semaine. Il y a eu un effondrement aussi au chemin des Arrivaus, sous la route. En fait, c'est un renard. C'est le ruisseau qui est passé sous le mur et qui a miné sous la route, ce qui a fait un gros trou dans la route. Et ça a été réparé cette semaine. Avec les intempéries de cet hiver, hein, on voit les dégâts maintenant. Hein. Il y aura d'autres trucs. Boulevard Amont est en train de se barrer aussi, donc il y aura des travaux qui vont être. Mais là, c'est la communauté des communes. Mais bon, on suit le travaux parce qu'il y aura des choses à faire avec nous aussi. Et il y a le ciment aussi, je crois, qui intervient. Le long du canal. C'est intercommunal, la route elle est communautaire. Ah, le Loire, je ne sais rien, le Loire, je ne peux pas te dire. D'autres interventions? Oui, Xavier. Ah, pardon, oui. Monsieur le maire, peut-être Claude Pomiès, je veux savoir si on avait des nouvelles infos concernant l'aménagement des berges de la Dour et de gauche et la circulation de Marchepied. Non. On a. Par rapport aux berges de la Dour, la réunion qu'on a eue, non. Par rapport au marchepied, on n'a pas eu de nouvelles. Alors, rien. Alors, enfin, tu le sais plus que t'étais là. Oui. Donc voilà, c'est le géomètre, comme on a dit à la réunion, qui doit intervenir, mais avec les agents de l'État et voir les différents riverains. Donc, ça suit au cours, mais on n'a pas d'informations particulières sur l'évolution.
informer que, compte tenu des nouvelles décisions sanitaires, le cycle 1 de l'apprentissage de la nage à Agelmont sera reporté. Oui, ça, malheureusement, on est reconfiné, donc pas de fête, pas de piscine. Donc voilà, en espérant qu'on en sorte rapidement. Bien, on a fait le tour. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Donc vous allez recevoir, j'en ai parlé un petit peu, par rapport aux élections, hein, on va vous envoyer un planning et vous demander quand c'est que vous pourriez être présent pour tenir les scrutins. Bon, on n'en sait pas plus, et je vous ai dit les quelques brides que j'ai eues aujourd'hui, mais ça va être... Oui, non, je sais, on va attendre les directives de l'État, mais bon, peut-être que vous allez recevoir un courrier en ce sens pour connaître vos disponibilités. Et merci, je vous souhaite une bonne soirée, bon retour.